Bonjour jeunes gens. Je me permets de m'enregistrer pour faire un complément sur un cours que nous avions débuté ensemble juste avant les vacances. C'est le chapitre 3 qui s'intitule « À l'écoute de la vie intérieure ». Et je vous avais dit juste avant les vacances que je vous apporterais quelques compléments pour enrichir en fait notre cours. Et plutôt que de simplement vous mettre ça sur Pronote, ce que je vais par ailleurs faire, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'enregistrer une vidéo et de faire le cours avec vous, de vous l'expliquer en même temps que vous le lisez. Comme ça, je pense que les choses s'approprieront de façon plus efficace. En fait, c'était une petite parenthèse que je voulais ouvrir sur tout ce qui concerne le flux de conscience ou stream of consciousness chez les anglo-saxons pour vous montrer en fait que tout ça, c'est un sens philosophique qui est vraiment profond et qui est vraiment intéressant en ce qui concerne la recherche de soi. Alors, je ne vais pas revenir sur la définition du flux de conscience dont on a déjà beaucoup parlé en cours. Le flux de conscience, quand même, je vous le rappelle, au cas où, c'est cette technique littéraire qui consiste, au fond, à retranscrire aussi fidèlement que possible, donc de façon très chaotique, toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit. Et on l'avait un peu étudié ensemble en jetant un coup d'œil à un auteur qui va nous intéresser un peu aujourd'hui, qui est James Joyce. On avait vu l'Ulysse de Joyce, on avait vu la façon dont, par exemple, lorsque Leopold Bloom déambule dans les rues de Dublin, eh bien, en fait, tout ce qu'il observe en même temps se mêle à ce à quoi il pense et ce à quoi il rêve, se mêle à ses souvenirs, à des projections fantasmagoriques, bref, à quel point en fait la pensée est extrêmement chaotique dans ce texte et on avait vu, ce faisant, la façon dont l'auteur cherche à retranscrire aussi fidèlement que possible eh bien, justement ce flux qui est au sein de notre conscience. Car dans notre conscience, plutôt que des pensées extrêmement architecturées et extrêmement bien construites, en fait, c'est un flux permanent. C'est comme une rivière qui coule et il n'y a pas toujours de continuité d'une pensée à une autre. Alors, avant de vous expliquer un peu plus précisément, en fait, la portée philosophique de ce flux de conscience, je voulais juste lire avec vous le texte numéro 2, celui de Virginia Woolf, qui est issu de Les Vagues, que j'avais mis de côté en cours parce qu'on manquait de temps et je me suis dit, bah, je vais tout de suite aller à l'exemple le plus emblématique du stream of consciousness, qui est bien sûr l'Ulysse de Joyce. Mais je pense que cet extrait de Les Vagues de Virginia Woolf, qui est aussi une immense auteure, a vraiment un mérite et il faut donc le lire. On est là aussi dans le flux de conscience, mais vous allez voir que les choses sont peut-être un peu plus architecturées, un peu plus compréhensibles. On est dans ce qu'on appelle, dans ce qui est appelé, c'est un passage assez célèbre, le monologue de Rhoda. Rhoda qui se regarde dans un miroir et qui réfléchit à sa personne, son visage et à ce sentiment qu'elle a de ne pas être comme les autres. Alors je vous le dis, voilà mon visage. Ce visage est mon visage. Mais je m'esquive derrière Suzanne pour le cacher, car je ne suis pas là. Je n'ai pas de visage. Certaines personnes ont un visage. Suzanne et Ginny ont un visage. Elles sont là. Leur monde est le monde réel. Les choses qu'elles soulèvent ont un poids. Elles disent oui, elles disent non. Mais moi, je change et je varie constamment. Et il suffit d'un coup d'œil pour me percer à jour. Quand une femme de chambre les voit, elle ne se met pas à rire, mais la bonne, elle me rit au nez. Elles savent ce qu'elles doivent dire quand on leur parle. Elles rient vraiment. Elles se mettent vraiment en colère. Alors que moi, j'observe d'abord les réactions des gens et je les reproduis. Voyez l'extraordinaire assurance de Ginny lorsqu'elle enfile ses bas. Pourtant, elle va simplement jouer au tennis. Voilà ce que j'admire chez elle. Mais j'aime encore plus l'attitude de Suzanne. Elle est résolue. Elle cherche moins à se distinguer. Elle me méprise toutes les deux parce que je les imite, mais parfois Suzanne me donne quelques trucs. Elle me montre comment nouer un nœud papillon, par exemple. En revanche, Ginny garde toutes ces techniques pour elle. Elles ont des amis auprès de qui elles peuvent s'asseoir. Elles ont des choses à dire en privé. Moi, je n'ai que des noms et des visages que je conserve comme des amulettes pour me protéger du danger. Je choisis un visage inconnu dans la salle et si la propriétaire de ce visage vient s'asseoir en face de moi, j'arrive à peine à finir mon thé. Je m'étouffe. Je suis complètement renversé par la violence de mon émotion. Ces personnes sans nom, ces figures immaculées, je les imagine en train de m'observer derrière un buisson, et je saute aussi haut que je peux pour susciter leur admiration. Je les émerveille la nuit dans mon lit. Souvent, je meurs criblé de flèches pour les faire pleurer. Si j'apprends par hasard que l'une d'elles a passé ses vacances à Scarborough, alors la ville entière prend un éclat d'or. Le trottoir est inondé de lumière.
Voilà pourquoi je déteste les miroirs. Ils me montrent mon vrai visage. Quand je suis seul, je plonge souvent dans le néant. Je me tiens au bord du gouffre, à la frontière du monde, je pousse discrètement sur mon talon, de peur de tomber dans le néant. Je dois me cogner la tête contre une grosse porte pour arriver à regagner mon corps. Alors, vous voyez que c'est un texte qui est tout de même plus structuré que ce qu'on avait pu lire en cours. J'entends par là les extraits de Joyce. C'est un texte qui se suit mieux, qui se comprend un peu mieux, mais juste un peu mieux en fait. Il y a quand même beaucoup de mystères, il y a quand même, je pense, des éléments un peu intrigants. Tout n'est pas si clair que ça. Je vous rappelle qu'elle est tout simplement en train de se regarder dans un miroir, qu'elle regarde son visage, et à partir de là, vous voyez qu'on dérive de pensée en pensée, de ce visage qui est le sien, elle se met à penser au visage de ses amis, elle passe ensuite à la manière dont ses amis se comportent, à ce sentiment qu'elle a que au fond, ses amis arrivent à bien mieux, sont plus doués dans la vie, en fait, si j'avais à formuler les choses ainsi. Elles arrivent à bien mieux gérer leur vie quotidienne, à être bien plus ancrées dans le monde réel, alors qu'elle, elle a le sentiment d'être complètement à la dérive, d'être toujours en marge, de ne pas pouvoir faire comme les autres. Et surtout, remarquez comment, dans ce flux de conscience, il y a une interrogation permanente sur sa propre identité à elle, sur son moi, sur ce sentiment qu'elle n'est pas comme les autres. Et c'est les passages que j'ai fait apparaître en gras. Je crois que le passage qui m'intéresse le plus, c'est la toute petite phrase, qui n'est même pas une phrase au demeurant, mais un morceau de phrase qui est dans le premier paragraphe. Mais moi, je change et je varie constamment. Et là, on met le doigt sur quelque chose parce que ce que vont montrer les flux de conscience dans la littérature, c'est précisément le fait que le moi, c'est-à-dire notre identité, ce qui fait qu'on n'est pas comme les autres, notre identité profonde, eh bien, c'est quelque chose qui est en perpétuelle métamorphose. C'est quelque chose qui change et se métamorphose et se transforme en permanence. Et c'est précisément ce qu'elle arrive à mettre au jour au gré de ce flux de conscience. C'est qu'elle, elle n'a pas d'identité stable, contrairement à ses amis dont elle arrive à percevoir assez nettement les contours de la personnalité. Ici, elle prend conscience qu'elle n'est rien parce qu'elle change tout le temps. Et remarquez comment, encore une fois, pour s'opposer à ses amis qui semblent avoir une identité stable, elle utilise un mot que j'ai souligné ici, qui est donc une conjonction de coordination qu'on dira adversative parce qu'elle permet de créer une opposition. Moi, dit-elle, je suis celle qui change tout le temps, je suis celle qui varie constamment, je suis celle qui n'a aucune stabilité et qui est au fond, en métamorphose perpétuelle. Alors, je ne reviens pas sur James Joyce, dont j'ai bien parlé, dont je vais vous parler aujourd'hui, et j'aimerais, ce faisant, faire maintenant un petit complément de cours que j'ai appelé « Ça ne veut pas rien dire ». Parce que quand on lit ces textes qui sont ancrés dans cette technique littéraire qui s'appelle le flux de conscience, le premier réflexe qu'on a, c'est celui qu'on avait eu en cours, c'est de se dire « mais ça ne veut rien dire du tout ce truc, je ne comprends rien du tout, tout un roman comme ça, mais il faut être complètement fou pour écrire un truc comme ça, il faut être peut-être même encore plus fou pour se donner le mal de lire ce genre de truc ». Et je pense qu'on peut dire, avec Rimbaud, que tout ça, ce n'est pas en vain. Ça ne veut pas rien dire, c'est le titre de ce complément de cours, et c'est, comme vous le voyez sur votre écran, une phrase que j'emprunte au poète Arthur Rimbaud, une phrase très célèbre que le lecteur pourra trouver dans un texte non moins célèbre qui s'intitule « La lettre du voyant ». C'est une lettre que le jeune poète a adressée, et hop, j'aurais dû me relire, comme toujours, là j'ai écrit trop vite et j'ai voulu enregistrer trop vite, voilà. C'est une lettre que le jeune poète a adressée à son professeur de français, Georges Isambard, le 13 mai 1871, et dans laquelle il présente tout son projet poétique. Ça ne veut pas rien dire. Voilà ce que Rimbaud, en fait, objecte à ceux qui l'accusent d'hermétisme. L'hermétisme, c'est quoi? Eh bien, c'est un reproche que l'on peut faire à certains poètes, un reproche qui consiste à dire que ces poètes écrivent des textes incompréhensibles. Vous savez, quelque chose d'hermétique, c'est quelque chose de parfaitement fermé. Un bocal hermétique, par exemple, c'est un bocal dans lequel l'air n'entre pas. C'est un bocal dans lequel rien ne peut entrer. Eh bien, il en va un peu de même pour un poète, ou plutôt pour un poème que l'on qualifie d'hermétique. Ça veut dire que le lecteur ne peut pas rentrer dedans. Il n'a pas accès au sens, il ne comprend pas ce que cela signifie. Et Rimbaud, on l'a souvent accusé d'hermétisme. On l'a souvent accusé d'écrire une poésie qui n'a aucun sens et qui ne signifie rien. Et Rimbaud, lui, répond « ça ne veut pas rien dire ». Sous-entendu, toute ma poésie a un sens, et un sens profond. Ça ne veut pas rien dire, c'est aussi ce qu'auraient pu répondre les auteurs modernistes, donc c'est-à-dire ceux qui pratiquent le flux de conscience. C'est ce que pourrait dire Joyce, par exemple, dont on a vu que les textes pourtant étaient difficilement compréhensibles.
Il est vrai que ces textes sont d'une lecture difficile et nous laissent souvent déconcertés, déboussolés, mais en fait, quand on prend le temps de réfléchir et d'analyser ces textes, on peut s'apercevoir qu'il y a un sens véritable, profond, philosophique à toute cette entreprise littéraire. Alors, pour ça, je crois qu'il faut remonter un peu dans le temps et essayer de voir pourquoi des auteurs, spontanément, se sont mis à écrire ainsi. En fait, tout ça, ça remonte à la deuxième moitié du 19e siècle, même si ça s'est surtout amplifié durant le 20e siècle. Il y a, durant cette période, des écrivains et des écrivaines qui vont s'attacher à, et là vous voyez la phrase en rouge sur votre écran, donner un sens plus pur au mot de la tribu. C'est une formule que je reprends d'un poète français qui s'appelle Stéphane Mallarmé. C'est un poète qui est particulièrement hermétique, qui a été justement accusé d'hermétisme. De fait, je vais vous lire quelques-uns de ses poèmes, vous allez voir qu'ils sont difficilement accessibles. Et dans un poème qu'il intitule « Un tombeau pour Edgar Allan Poe », qui est un poème qu'il a écrit à la suite de la mort d'un auteur américain qu'il n'a jamais rencontré, mais dont il s'est senti très proche, un auteur très connu qui s'appelle Edgar Allan Poe, on peut trouver ce vers « donner un sens plus pur aux mots de la tribu ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on va regarder ce que veut dire les mots de la tribu. Les mots de la tribu, pour Mallarmé, c'est le langage ordinaire. C'est le langage quotidien, commun, banal. C'est au fond la manière qu'on a d'utiliser les mots dans la vie de tous les jours. Bref, c'est notre façon de parler dans la vie de tous les jours. Et Stéphane Mallarmé, il dit dans ce poème qu'un poète doit donner un sens plus pur aux mots de la tribu. C'est-à-dire qu'il ne doit pas parler comme on parle dans la vie de tous les jours. Il doit s'écarter de la tribu. La tribu, c'est une façon un peu péjorative de distinguer au fond le tout venant. Vous et moi, tous ceux qui parlent dans la vie de tous les jours. Un poète, il doit essayer de quêter, c'est-à-dire d'entreprendre une quête pour trouver des mots plus purs, pour parler de façon plus pure. Concrètement, ça veut dire qu'en fait, il faut chercher à s'éloigner du langage quotidien. Il faut chercher une autre manière de manier les mots, une autre manière d'écrire, une autre manière de s'exprimer. Au fond, c'est ce que la littérature a toujours cherché à faire. C'est ce qui fait qu'un texte est littéraire, quand il n'utilise pas les mots de la même façon que vous et moi. Quand un texte utilise une langue qui est différente de celle que l'on emploie dans la vie de tous les jours. Mais les auteurs du 19e et du 20e siècle, ils vont vraiment mener la chose encore plus loin. Alors regardez par exemple un poème de Stéphane Mallarmé que j'avais juste abordé en cours, j'avais juste donné le titre. C'est un sonnet, donc deux quatrains et deux tercets, un sonnet qui s'intitule le sonnet en X, publié en 1899. En réalité, il y a multiples versions, mais on va prendre celle-là, et qui est un tour de force littéraire. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez voir qu'il y a des rimes en X, ce qui est quasiment impossible dans la littérature. En tout cas, c'est une grande première. Alors, je vous lis ce sonnet et vous allez voir que, bien précisément, donner un sens plus pur aux mots de la tribu, c'est effectivement s'écarter de façon assez considérable de la manière qu'on a de parler dans la vie de tous les jours. Ces purs ongles très hauts, dédiant leur onyx, l'angoisse ce minuit, soutient, lampadophore, main rêve vespéral, brûlé par le phénix, que ne recueille pas de cinéraire amphore. Sur les crédences, au salon vide, nul ptix, aboli bibelot, d'inanité sonore. Car le maître est allé puiser ses pleurs au Styx avec ce seul objet dont le néant sonore. Mais proche, la croisée, au nord vacante, un or agonise selon peut-être le décor, des licornes ruant du feu contre une nyx. Elle, défunte nue en le miroir, encore que dans l'oubli formé par le cadre, se fixe de scintillation sitôt le septuor. Bon, là, Stéphane Mallarmé, vous voyez qu'il a le mérite de ne pas s'exprimer de façon très commune. Effectivement, il s'exprime de façon singulière, de façon unique. Il a véritablement donné un sens plus pur aux mots de la tribu, c'est-à-dire qu'il s'est écarté de façon, somme toute, considérable du langage ordinaire. Alors, que signifie ce poème? Beaucoup de choses, et ce n'est pas l'objet de ce cours. En fait, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur Internet, on pourra en parler en cours. Il y a 1001 interprétations, et je vais vous dire justement à quel type d'œuvre appartient ce genre de poème. Une autre œuvre de Stéphane Mallarmé qu'on peut regarder, c'est un livre dont je vous montre juste ici les premières pages, qui s'appelle « Jamais un coup de dé n'abolira le hasard » et qui date de 1897. Donc,
si les choses s'affichent correctement sur votre écran, eh bien, vous pouvez voir que c'est un texte pour le mot original. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est peut-être quelque chose qui ressemble comme un poème, et c'est surtout un texte, ou plutôt un livre, dans lequel figurent des mots qui peuvent se lire comme le lecteur le veut. Alors, on peut le lire de droite à gauche, on peut lire d'abord la page de gauche de haut en bas, puis la page de droite de haut en bas, ce qui donnerait quelque chose comme «Ces têtes issues stellaires, ce serait pire, non, davantage ni moins, indifféremment, mais autant, le nombre exista-t-il autrement qu'hallucination éparse d'agonie? Commença-t-il et cessa-t-il, sourdant que niais et clos, quand apparut, enfin, par quelque profusion répandue en rareté, se chiffra-t-il, évidence de la somme, pour peu qu'une illumina-t-il? Je pourrais continuer comme ça. On a l'impression de raconter n'importe quoi, donc peut-être que ça ne se lit pas comme ça, peut-être qu'en fait, il faut recomposer le texte et commencer par exemple par c'était et ensuite enchaîner avec le hasard, ou bien alors c'était et ensuite enchaîner avec le nombre. Bref, vous voyez que là, encore une fois, il a donné un sens plus pur au mot de la tribu. Il s'écarte de façon considérable de la manière qu'on a de façon commune et ordinaire et banale et familière de manipuler le langage pour véritablement proposer une façon unique de s'exprimer. Et tout ça a un sens. Alors lequel c'est un peu à vous de construire ce sens, puisque vous voyez que, somme toute, ici, a priori, c'est au lecteur de reconstituer le livre et de remettre les mots dans le bon sens. Bon, là aussi, je ne vais pas chercher à vous expliquer ce que veut dire «jamais un coup de dé n'abolira le hasard», je ne vais pas chercher à vous indiquer comment lire ce livre. Ce n'est pas le but de ce cours, ce n'est pas le but de ce complément, c'était simplement pour vous montrer que Joyce et les Anglais, les anglo-saxons, n'étaient pas du tout les premiers à écrire de façon aussi étonnante. Revenons donc à notre petit morceau théorique. Donc, les modernistes, ils vont faire, au fond, ces mots de Mallarmé, qui sont donc donner un sens plus pur aux mots de la tribu, et ils vont s'attacher à multiplier les égards vis-à-vis du langage quotidien. Alors, comment on s'écarte du langage quotidien? Voici quelques techniques littéraires adaptées et adoptées par les modernistes quand ils pratiquent le flux de conscience. Par exemple, l'invention de nouveaux mots. C'est déjà quelque chose qu'on avait vu un peu chez Joyce, la manière qu'il avait de comprimer plusieurs mots pour n'en faire qu'un, ou la manière, par exemple, qu'il avait d'inventer certains mots. D'ailleurs, pour votre gouverne personnel, lorsqu'on crée un nouveau mot, et là j'ai mis, hop, lorsqu'on crée un nouveau mot, on invente ce qu'on appelle un apax. Et lorsque ce nouveau mot est ensuite employé dans la vie courante, eh bien, on dira qu'il s'agit d'un néologisme. Bref, vous voyez qu'on a deux mots pour désigner les nouveaux mots. Un apax, c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans la littérature. Un néologisme, c'est un nouveau mot qu'un auteur a pu proposer et qui a ensuite été repris dans la vie de tous les jours, ou en tout cas par un certain nombre de locuteurs. Bref, première technique, l'invention de nouveaux mots. Deuxième technique, une syntaxe qui va être atypique. Être atypique, ce qui ne rentre pas dans les normes. En gros, ça consiste à proposer des constructions de phrases un peu étonnantes. L'autre chose, quelque chose d'un peu général, troisième technique, s'éloigner des normes grammaticales. D'accord? Donc, briser un peu les codes, briser les moules, briser les carcans, essayer de voir si on ne peut pas écrire autrement. En parlant d'écrire autrement, eh bien, on l'avait déjà vu, et on va le revoir à l'instant, la suppression de la ponctuation. Ça, c'est quelque chose aussi de tout à fait intéressant qui brise de façon assez massive les codes habituels de la grammaire et de la littérature. Et puis, on peut même inventer de nouvelles formes littéraires, ce que je vais également vous montrer dans quelques instants. Il y aurait quantité d'autres techniques à détailler, mais je vais m'arrêter là. Voici, au fond, les principales. Alors, supprimer la ponctuation, c'est quelque chose qu'on avait vu chez Joyce. À la fin, on a une centaine de pages dans le livre de Joyce qui s'appelle des centaines de pages extrêmement fameuses et célèbres qu'on appelle le monologue de Molly Bloom, centaines de pages dans lesquelles il n'y a plus de ponctuation, somme toute quasiment plus de paragraphes, bref, où tous les repères habituels disparaissent. En fait, c'est quelque chose que d'autres auteurs avaient déjà fait, et notamment l'un des plus célèbres, eh bien, c'est Guillaume Apollinaire, dans un recueil qui s'appelle Alcool, publié en 1913, dont vous avez ici le premier poème, en réalité un extrait du premier poème parce qu'il est extrêmement long ce poème, et dans ce premier poème, comme du reste dans tout le recueil, on voit que Apollinaire, il a fait sauter la ponctuation. Il a décidé vraiment, enfin c'est ce qu'on raconte, juste la veille de l'impression de son recueil de poèmes,
de faire sauter cette ponctuation. Alors, on peut lire ce poème qui s'appelle Zone, qui est extrêmement célèbre, et on va voir rapidement ce que l'auteur dit. À la fin, tu es là de ce monde ancien. Bergère, ô tour Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple, comme les hangars de port aviation. Seul en Europe, tu n'es pas antique, ô christianisme. L'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Et toi, que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà la poésie ce matin. Et pour la prose, il y a les journaux. Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d'aventures policières, portraits des grands hommes et 1000 titres divers. Et ça continue ainsi de suite. L'auteur ensuite chante la ville moderne. Alors ici, on a au fond plusieurs idées à retenir. La première, c'est une volonté de rupture avec le monde ancien. C'est d'ailleurs le sens du premier vers. À la fin, tu es là de ce monde ancien. Ça veut dire que ce monde ancien te fatigue. Être là de quelque chose, c'est en avoir marre, en avoir assez, être fatigué d'eux. Il y a une célébration de la Tour Eiffel, qui est le symbole de la modernité, au deuxième vers. Au troisième vers, on en a justement assez de l'Antiquité. On retrouve donc une volonté de rupture avec le monde ancien. Et ensuite, on a des références à la religion de façon ironique, bien sûr. Pas que, en réalité, c'est un peu plus compliqué, mais disons que l'interprétation la plus simple que l'on puisse faire en analysant rapidement le poème, c'est justement une description ironique de la religion qui serait la seule à être moderne, qui serait la seule à être toute neuve. Et puis, enfin, et c'est les derniers vers qui le montrent particulièrement bien, on a une célébration de toute cette nouvelle forme d'écriture qui vient d'apparaître à l'aube du XXe siècle, les journaux qui se répandent. On a ensuite, il en parle après dans le poème, ah ben non, juste au-dessus, voilà, les prospectus, donc les publicités, les catalogues, les affiches. Bref, mille et une façons nouvelles d'écrire, mille et une façons aussi de sortir des normes d'expression, mille et une façons de s'exprimer autrement. Donc, vous voyez que vraiment, à partir de la deuxième moitié du 19e et au début du 20e, les auteurs ils vont entrer dans une quête d'autres moyens d'expression, d'autres façons d'exprimer leur sensibilité. Ça passe donc ici, vous le voyez, par la suppression de la ponctuation, par la célébration de la modernité, par les constructions de phrases un peu atypiques, c'est-à-dire étonnantes, par l'écart vis-à-vis des normes grammaticales, ici par l'invention de nouvelles formes littéraires. Je vous avais parlé en cours des calligrammes, également popularisés par Guillaume Apollinaire. Donc vous voyez ici le principe, c'est que ce sont à la fois des poèmes et des dessins. Le dessin représente ce que le poème décrit. Par exemple, je ne vais pas les lire tous parce qu'on n'a pas trop le temps, mais si je prends ce portrait de femme, on a « Reconnais-toi », cette adorable personne, c'est toi. Et puis ensuite, la description de la femme. On a quoi d'autre? On a par exemple ici la Tour Eiffel. Salut, monde dont je suis la langue éloquente, que sa bouche, ô Paris, tire et tirera toujours aux Allemands. Bien sûr, on est dans un contexte de guerre, donc il y a une petite pique envoyée aux Allemands ici. Bref, vous avez compris le principe, hein, c'est encore une nouvelle façon d'exprimer sa sensibilité qui s'écarte de façon assez considérable de ce qu'on avait l'habitude de lire à l'époque. Alors, vous allez me dire, et c'est le sens des questions que j'ai inscrites en bas, pourquoi s'écarter des normes grammaticales? Pourquoi écrire ainsi? Pourquoi écrire ce type de livre? Pourquoi ne pas vouloir parler le langage de tout le monde? Pourquoi s'écarter du langage commun? Pourquoi, au fond, prendre le risque d'être incompris? Je crois que c'est effectivement la grande question qu'on peut se poser. Parce que, eh bien oui, l'écueil que vont rencontrer ces auteurs, c'est le risque de ne pas être compris. Quand on écrit, c'est pour être lu. Or, si le lecteur ne peut pas comprendre ce qu'il lit, alors à quoi bon écrire? Écrire pour soi-même. Mais alors, on est enfermé dans ce qu'on appelle en philosophie, dans un solipsisme, c'est-à-dire dans une solitude que personne ne peut briser. L'acte d'écriture, c'est un acte de communication et de partage. On écrit toujours pour quelqu'un d'autre. Mais si ce quelqu'un d'autre ne veut pas me comprendre, alors à quoi bon? Et bien, je pense que pour répondre à ces questions, on peut se réintéresser à James Joyce, qui a mené toute une quête littéraire, qui a bouleversé le XXe siècle et toutes les façons d'écrire. Et je vais ici m'intéresser à
3 livres. Le portrait de l'artiste en jeune homme, dont je vais vraiment vous parler aujourd'hui, Ulysse, dont on a déjà parlé, et Finnegan's Wake, dont je vous montrerai, dont je vais vous mettre sur Pronote juste les toutes premières lignes. C'est ce livre extrêmement étonnant dont je vous avais parlé, qui est certainement l'un des livres, si ce n'est le livre le plus dur à lire, parce que c'est une réinvention totale du langage à travers une sorte de pseudo-langage qui mélange toutes les langues humaines, ou presque toutes les langues humaines. Alors moi, je vais m'intéresser ici à son premier livre, Le portrait de l'artiste en jeune homme. Et c'est dans ce livre-là qu'on a une réflexion intense et dense et philosophique sur comment écrire au XXe siècle. Comment écrire une œuvre qui ne ressemble à nulle autre. Comment écrire de façon unique. Comment exprimer ma sensibilité comme personne d'autre. Car je vous rappelle qu'on est toujours dans ce thème 1, les expressions de la sensibilité. Donc, Le portrait de l'artiste en jeune homme, c'est un livre qui date de 1916. C'est le premier succès de Joyce, c'est un livre qu'il a terminé vers 1914, donc on est vraiment au tout début de sa carrière littéraire, et par ailleurs au tout début du XXe siècle. Puisque je vous rappelle que je vous avais dit ça au tout début du cours sur la recherche de soi. Dans la recherche de soi, on étudie le long 19e siècle, et le long 19e siècle, c'est une période historique qui excède le 19e siècle, puisqu'elle débute en 1789 et se termine en 1914. Portrait de l'artiste en jeune homme, c'est un roman de formation et en même temps une œuvre autobiographique. Un roman de formation, c'est un roman dans lequel on va raconter la formation d'une jeune personne, c'est-à-dire une jeune personne, généralement un adolescent ou une adolescente, qui découvre le monde, qui découvre celui ou celle qu'elle est, qu'il est, et celui ou celle qu'il ou elle a envie d'être. Bref, c'est un roman qui raconte la manière dont un adolescent découvre le monde et se forge sa propre personnalité. Dans ce livre, l'auteur il raconte son enfance et sa jeunesse à Dublin. Il raconte son éducation chez les jésuites. Les jésuites, c'est peut-être quelque chose que vous avez vu en première. Pour faire très simple, c'est une congrégation religieuse catholique extrêmement influente, notamment dans le monde de l'éducation. Il y raconte par ailleurs ses révoltes contre ces mondes, que ce soit Dublin, que ce soit les jésuites, que ce soit l'école, que ce soit la sphère familiale qu'il trouve clos, c'est-à-dire fermée, étouffant. Et puis, il y raconte bien sûr sa libération par la vocation artistique, d'où le titre. Alors, j'ai dit que c'était une œuvre autobiographique. En fait, oui et non, c'est-à-dire que bien sûr que c'est inspiré de part en part par la vie de James Joyce, mais le personnage que l'on retrouve dans ce livre, il ne s'appelle pas James Joyce, il s'appelle Stephen Dedalus. C'est le protagoniste principal de Portrait de l'artiste en jeune homme et le double fictionnel de James Joyce. Son nom de famille à ce personnage, il est très intéressant. Dédalus. Dédalus, du latin qui signifie dédale, dédale nom propre qui vous dit peut-être quelque chose. Dédale, c'est cet architecte qui a conçu le labyrinthe dans lequel a été enfermé le Minotaure. Par extension, un dédale, c'est un labyrinthe. Quand un nom propre devient un nom commun, c'est ce qu'on appelle une antonomase d'ailleurs. Donc par antonomase, dédale, le nom propre, est devenu un dédale, c'est-à-dire un labyrinthe. Et pourquoi est-ce que James Joyce il a choisi de donner à son personnage ce nom de Dédale? Eh bien parce que précisément ce jeune adolescent, il est comme dans un labyrinthe dont il cherche à trouver la sortie. Et ce labyrinthe, c'est celui de son identité, de son moi. Son moi apparaît comme un labyrinthe dont il ne trouve pas la sortie. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas quelle est exactement son identité. Et je vais vous lire quelques pages. Et ces quelques pages, en fait, elles expliquent et expriment, je vais y arriver, tout le XXe siècle. Toutes ces façons particulières qu'ont eu les auteurs qu'on qualifie de modernes et de modernistes d'écrire. À la toute fin du roman, si j'ose dire, le jeune homme arrive à une forme de certitude. Il sait qui il veut être et ce qu'il veut faire. Et je vais vous lire un peu ce qu'il nous dit. Donc, on est à la toute fin du roman et Stéphane discute avec un de ses amis qui s'appelle Cranley. Et lui dit donc sa volonté de partir, de quitter Dublin et de se lancer dans une carrière artistique. Je commence donc à lire ce passage et c'est Stéphane qui parle. Ainsi donc, au large, il est temps de partir. Une voix s'adressait doucement au cœur solitaire de Stéphane, lui annonçant de s'en aller. Eh bien oui,
il partirait. Il est probable que je vais m'en aller, dit-il. Où cela? Demanda Cranley. Où je pourrais, dit Stephen. Oui, fit Cranley. Il te le serait peut-être difficile de vivre ici maintenant. Mais est-ce bien cela qui te fait partir? Il faut que je parte, répondit Stephen. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le motif du départ, le thème du départ, c'est quelque chose qu'on va retrouver en boucle dans les œuvres modernes. Partir, c'est d'abord partir, bien sûr, au sens physique. Ce sont des auteurs qui ont voulu quitter leur société pour voir comment on faisait ailleurs, mais c'est aussi ici un départ plus métaphorique. Partir, ici, c'est se détacher de la manière qu'on avait d'écrire jusqu'à présent, de la manière que l'on avait de concevoir l'art jusqu'à présent. C'est par exemple ce motif du départ, quelque chose que l'on retrouve chez Baudelaire. À la toute fin des Fleurs du Mal, on retrouve justement le poète qui nous dit sa volonté de partir. Il parle à la mort et il dit « Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre ». C'est le dernier vers des Fleurs du Mal. Et cette volonté de départ, c'est bien sûr une volonté de renouveler la littérature, de renouveler l'art tel qu'il est pratiqué. Donc, on commence avec le thème du départ. Ensuite, quelques lignes plus loin, on trouve cette phrase qui résume le projet de Stephen, qui nous dit donc « Découvrir un mode d'existence ou d'art grâce auquel ton esprit pourrait s'exprimer avec une liberté absolue. » Donc, vous voyez que cette quête identitaire, elle est couplée à une quête artistique. C'est pour ça que d'ailleurs, on a la juxtaposition de un mode d'existence ou d'art. Et qu'il en va dans les deux d'une volonté de liberté. Je veux vivre aussi librement que possible et en même temps, je veux m'exprimer aussi librement que possible. On avance et on assiste ici à la suite du dialogue entre Stephen et Cranley. Et on en apprend un peu plus sur les projets de Stephen. « Écoute-moi, Cranley, dit-il. Tu m'as demandé ce que je ferais et ce que je ne ferais pas. Je vais te dire ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Je ne veux pas servir ce à quoi je ne crois plus, que cela s'appelle mon foyer, ma patrie ou mon église. Et je veux essayer de m'exprimer sous quelque forme d'existence ou d'art aussi librement et aussi complètement que possible, en usant pour ma défense des seules armes que je m'autorise à employer, le silence, l'exil et la ruse. Tu m'as fait avouer mes craintes. Mais je vais te dire aussi ce que je ne crains pas. Je ne crains pas d'être seul, ni d'être repoussé au profit d'un autre, ni de quitter quoi que ce soit qu'il me faille quitter. Et je ne crains pas de commettre une erreur, même grave, une erreur pour toute la vie et pour toute l'éternité aussi peut-être. Ce à quoi son ami lui répond, seul, tout seul. Tu ne crains pas cela? Et tu sais ce que ce mot veut dire? Non seulement être séparé de tous les autres, mais encore n'avoir pas même un seul ami. Donc là encore, de façon très intéressante, vous voyez que l'auteur, il superpose quête existentielle et quête artistique. Il s'agit de nouveau, vous voyez, de s'exprimer à la fois dans l'existence et dans l'art, de façon aussi libre et complète que possible. Bien sûr, cette volonté de s'exprimer de façon authentique, en fait, parce que c'est ça, il en va d'une quête d'authenticité, cette volonté de s'exprimer de façon libre, elle engendre un danger qui est celui de la solitude. Seul, tout seul, être séparé de tous les autres, n'avoir pas même un seul ami. Bref, le risque qui est encouru ici, c'est le risque de l'incompréhension. Et au fond, eh bien, il faut ensuite peser le pour et le contre. Il faut peser les bénéfices et les risques. Qu'est-ce qui vaut le plus la peine d'être vécu? La liberté dans la solitude ou bien alors la soumission dans la compagnie. Ici, plus d'un auteur, la plupart des auteurs même vont choisir effectivement la liberté, quitte à risquer l'incompréhension. À la toute fin, on en arrive à non plus au fond des passages romanesques, la prose s'arrête et prend, enfin plutôt la prose romanesque s'arrête, et c'est la prose diariste, c'est-à-dire celle du journal intime qui prend la relève, et on a effectivement un fragment du journal de Stephen qui nous dit 21 mars, soir. Donc là, vous voyez, on est au printemps. Printemps, symbolique, c'est le renouveau.
De la même façon qu'ici, bien sûr, Stephen se renouvelle. De la même façon que James Joyce entend réinventer l'art. 21 mars soir, libre, âme libre, imagination libre. Laissons les morts ensevelir les morts. Ouais, et laissons les morts épouser les morts. Alors là, j'ai fait une drôle de lapsus, mais qui est pas mal. Laissons les morts ensevelir les mots. Non, c'est les morts. Mais oui, en fait, il en va de ça. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir changer les mots. Il va falloir changer la façon de parler. Il va falloir rompre avec les morts, c'est-à-dire avec le passé et la tradition. Il va falloir arrêter de s'exprimer comme tout le monde. Il va falloir arrêter de s'exprimer comme la société me dit de m'exprimer. Je vais trouver moi-même ma manière de s'exprimer. Et si personne ne me comprend, eh bien tant pis, eh bien dommage, mais au moins j'aurais su trouver cette manière d'exprimer qui je suis de façon authentique, libre et absolue. Vous voyez donc que ça ne veut pas rien dire. Il y a une portée philosophique très forte. Alors je vais terminer ce petit complément de cours en essayant de vous dire en fait très concrètement ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai dit et de tout ce qu'on a lu, parce que je crois que ce n'est pas évident. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir in fine de ce complément de cours? Je pense qu'il faut retenir deux choses. D'abord, et c'est la première idée, comment exprimer ma sensibilité? Ici, on arrive au bout de ce thème 1 qui est les expressions de la sensibilité. Et je crois que, en bout de course, on a une grande leçon philosophique qui nous est donnée ici, et aussi littéraire, sur l'expression de la sensibilité. En quoi consiste-t-elle? En ceci. Exprimer sa sensibilité, c'est d'abord chercher un moyen d'expression authentique, une manière de dire qui sera à la mesure de ce que je suis et de ce que je ressens. Une manière de parler qui ne sera semblable à nul autre. Ma sensibilité, en effet, elle est unique. On se souvient de la citation de Baudelaire qui avait ouvert notre chapitre, plutôt notre semestre, à peu de choses près. Ne méprisez jamais la sensibilité de quelqu'un. La sensibilité de quelqu'un, c'est son génie. Et on avait, je paraphrase, mais en somme, c'est à peu près les mots de Baudelaire, et on avait bien décortiqué cette phrase. Oui, ma sensibilité, elle est unique et elle est ce qui me rend unique. Elle est ce qui me distingue des autres. Et dès lors, si je veux l'exprimer de façon authentique, car on se souvient que c'est le maître mot de ce thème 1, je ne peux pas parler comme tout le monde. Il faut que je me forge mon moyen d'expression, ce qu'on appelle en linguistique et en littérature mon idiolecte. Un idiolecte, c'est quoi? D'abord, c'est ce mot que vous voyez apparaître en rouge et en souligné. Et puis, par ailleurs, c'est la façon qu'a quelqu'un de parler. C'est la façon qu'a quelqu'un de parler, et cette façon, elle est distincte et reconnaissable. Elle est unique, particulière, spécifique à cette personne. Exprimer ma sensibilité, c'est me forger mon idiolecte, c'est-à-dire le moyen d'exprimer ma sensibilité et un moyen qui ne sera semblable à nul autre. Rappelez-vous que, et on commence à comprendre, le thème est formulé au pluriel, les expressions de la sensibilité. Bien sûr qu'il ne peut pas y avoir une seule façon d'exprimer la sensibilité, puisque chacun exprime sa sensibilité, je vais arriver à sa façon. Alors, bien sûr, les expressions, elles sont plus ou moins libres, plus ou moins authentiques, plus ou moins écartées des normes. James Joyce et tous les modernistes, Virginia Woolf, Samuel Beckett, etc., ils vont forger, en allant aussi loin dans leur manière de s'exprimer, des œuvres ouvertes. Alors, une œuvre ouverte, c'est quoi? Eh bien, d'abord, c'est un concept que j'emprunte à Umberto Eco. C'est un concept qu'il détaille dans un essai qui porte le même nom et dans lequel il théorise ce concept d'œuvre ouverte. Alors d'abord, l'œuvre ouverte, c'est à entendre par opposition aux œuvres classiques. OK. Mais alors, une œuvre ouverte, c'est quoi? Eh bien, les œuvres ouvertes, ce sont des œuvres qui ne peuvent être réduites jamais tout à fait à une seule interprétation. Ce sont des œuvres dans lesquelles tout est fait pour échapper aux normes. Ce sont des œuvres dans lesquelles chaque lecteur, en fonction de sa vision du monde, inventera sa propre interprétation. Oui, parce qu'au fond, on avait dit que ces textes qu'on a lus ensemble, que ce soit ceux de Mallarmé qu'on a vus ensemble aujourd'hui, que ce soit ceux de Joyce qu'on a vus ensemble en cours, que ce soit ceux de Virginia Woolf que j'ai lus aujourd'hui, ils sont quand même difficilement compréhensibles.
Mais être difficilement compréhensible, en fait, c'est merveilleux. C'est merveilleux pourquoi? Parce que chacun va pouvoir trouver le sens du texte qu'il a envie de trouver. Chacun va pouvoir forger son interprétation. Et ce faisant, non seulement l'être ouverte permet à l'auteur de s'exprimer comme il l'entend, donc de s'exprimer authentiquement, mais elle permet aussi au lecteur de trouver le sens qu'il recherche, le sens dont il a besoin, et ce faisant, de s'exprimer là aussi de façon authentique. On se souvient que Proust disait « Chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de lui-même ». Eh bien ici, dans une œuvre ouverte, je vais véritablement être le propre lecteur de moi-même, avec une œuvre qui peut vouloir, si j'ose dire, de façon caricaturale, tout dire et rien dire, je vais pouvoir trouver le sens qui me parle, le sens dont j'ai besoin. Et donc, je vais pouvoir m'exprimer en tant que lecteur de façon libre, complète et authentique. Donc ça, c'est la première leçon à retenir. Si je veux exprimer ma sensibilité, il faut que je me forge une expression authentique. Deuxième leçon, et c'est pour ça que ce cours, je l'avais présenté comme une jonction, c'est-à-dire un pont entre le thème 1, les expressions de la sensibilité, et le thème 2, les métamorphoses du moi. Deuxième leçon à retirer, je suis multiple. Le moi est une multiplicité. Oui, parce que ce que donne à voir aussi le flux de conscience, c'est la manière dont le moi n'est pas un et indivisible. Le chaos de mes pensées, leur diversité et la manière qu'elles ont de changer en permanence me montrent bien que le moi est multiple et qu'il se métamorphose en permanence. Je suis 15 personnes différentes en une seule journée. Et quand je prête attention à mes pensées, je vois que, au fond, ces pensées, elles montrent aussi ma diversité. Elles montrent que je suis plus d'un en moi. Il y a plusieurs moi en moi. C'est quelque chose que l'on va beaucoup détailler à la rentrée, puisque ce sera durant tout le mois de novembre, au fond, l'objet de notre étude. Mais c'est déjà ce que l'on aperçoit dans le flux de conscience. La manière que le roman a de nous montrer comment on saute d'une pensée à une autre et que, somme toute, ces pensées n'ont pas toujours de lien très fort et expriment des parcelles très différentes de notre personnalité, de notre identité, de notre moi, nous montre bien que le moi est multiple. Je suis multiple. Et c'est là la dimension philosophique dont je voulais vous parler et qui existe dans le flux de conscience. Le moi tel qu'il se manifeste dans le flux de conscience est chaotique et l'on y peine effectivement, et l'on peine à y percevoir une quelconque unicité le concernant, l'unicité au sens ici de totalité. Le moi est donc moins caractérisé par son unicité que par sa multiplicité. C'est la dernière leçon à retenir. Alors, tant que j'y suis, non seulement je fais le petit complément de cours, et en plus, je vous lis le morceau de cours que vous aviez à lire pour la rentrée, comme ça je le fais avec vous. Le grand 3 de ce cours, c'est l'expérience de l'angoisse qui va être prédominante au XXe siècle et qui surtout va être au cœur de ce qu'on vient d'évoquer là, à savoir les métamorphoses du moi. Oui, parce que ce n'est pas très rassurant en fait de se dire il y a plusieurs moi en moi, ils ne sont pas toujours tous d'accord les uns avec les autres, il n'y a pas forcément d'unité à l'intérieur de moi, je suis une sorte de chaos ambulant, ça peut provoquer l'angoisse. Reste encore à s'entendre sur ce que signifie l'angoisse. Alors, au XXe siècle, il y a justement un sentiment qui va dominer la vie intérieure. On avait vu qu'au XIXe siècle, si je caricature, c'est la mélancolie, le spleen. Au XXe siècle, ça va être l'angoisse, pris vraiment au sens fort du terme. C'est-à-dire, comme je vous l'avais expliqué en cours, l'angoisse, ce n'est pas être stressé. Alors, dans la vie de tous les jours, on dit « ce contrôle, il m'angoisse ». Ça veut dire « je suis stressé par ce contrôle ». Mais dans son sens fort, philosophique et littéraire, l'angoisse, ça désigne une immense inquiétude, souvent sans cause précise, facilement identifiable. Là où, quand je dis le contrôle m'angoisse, ce n'est pas de l'angoisse parce que je suis capable de mettre le doigt sur ce qui m'angoisse. L'angoisse, au sens littéraire et philosophique du terme, c'est quelque chose de troublant parce que je n'en connais pas les causes. Je n'en vois pas bien les racines. Je n'arrive pas à identifier ce qui suscite l'angoisse. Bref, l'angoisse au sens fort du terme, c'est donc une émotion qu'aucun objet extérieur ne génère, contrairement à la peur. C'est une sorte de sentiment qui naît à l'intérieur de moi, sans cause précise, a priori. L'angoisse, ce faisant, va passionner les philosophes et les écrivains, car elle semble essentiellement liée à la recherche de soi et aux grandes questions que l'on se pose tous lorsque l'on mène une recherche de soi. Qui suis-je?
D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que l'éternité, le néant, la mort, et ainsi de suite. L'angoisse, dès lors, devient, aux yeux d'un certain nombre d'auteurs, le cœur de la vie humaine. C'est par exemple la thèse que va défendre Jean-Paul Sartre dans un grand roman qui s'appelle La nausée, qui est publié en 1930 et qui parle très spécifiquement de ça. Pourquoi est-ce que ça intéresse les auteurs? Parce que l'angoisse, en fait, c'est à la fois le début de la recherche de soi et le moteur de la recherche de soi. Oui, l'angoisse force à se saisir soi-même et ouvre la possibilité d'une existence authentique. Je suis angoissé quand j'ai le sentiment de ne pas me connaître, quand j'ai le sentiment de ne pas être en phase avec moi-même, quand j'ai le sentiment de ne pas comprendre ce qu'est la vie, quand j'ai le sentiment de jouer un rôle. Voilà ce que nous disent les auteurs, pour faire un peu simple. L'angoisse dans la littérature française, bien sûr, elle est très présente, elle est notamment perceptible dans les œuvres d'un mouvement littéraire qu'on appelle le nouveau roman, pas que d'ailleurs, elle est aussi très perceptible dans un mouvement philosophico-littéraire qu'on appelle l'existentialisme, Albert Camus, Jean-Paul Sartre par exemple. Mais bon, ici on peut parler du nouveau roman, hein, qui est ce mouvement littéraire qui va s'ouvrir, disons, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui va battre son plein durant les années 50-60 et qui consiste là aussi à trouver un moyen d'expression assez nouveau, puisqu'il s'agit d'écrire des romans nouveaux, c'est-à-dire des romans sans personnages et sans histoire. On en reparlera, mais ça donne des textes très étonnants. Les quelques auteurs qui gravitent autour de ce mouvement, c'est Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet, c'est lui le chef, Alain Robbe-Grillet. Enfin, il n'y a pas de chef, mais si, c'est quand même lui le chef. Michel Butor, ou bien alors encore Claude Simon. Chacun, bien évidemment, aborde la question différemment, mais dans l'ensemble, ils ont tous essayé de connecter le roman à ce doute existentiel, qui est peut-être au fond la meilleure définition de l'angoisse. L'angoisse, c'est un doute existentiel, c'est-à-dire un doute quant à son existence, et qui ont par ailleurs cherché à faire état, dans ces nouveaux romans, de nos angoisses profondes et de l'étrangeté du rapport au monde qu'elles provoquent. Alors moi, je ne suis pas allé chercher du côté de nouveaux romans, voilà, je tenais juste à vous parler du nouveau roman, je suis allé chercher du côté d'un auteur polonais extrêmement célèbre. On considère que c'est l'un des auteurs les plus importants du XXe siècle, tant il a influencé la manière de voir le XXe siècle et de percevoir le monde et ainsi de suite. C'est un roman extrêmement célèbre qui s'intitule Ferdi Durke, publié en 1937. Et ici, vous avez un extrait qui met en scène une crise existentielle. Je vous le lis. Ce mardi-là, je m'éveillais au moment sans âme et sans grâce où la nuit s'achève tandis que l'aube n'a pas encore pu naître. Réveillé en sursaut, je voulais filer en taxi à la gare. Il me semblait que je devais partir. Mais, à la dernière minute, je compris avec douleur qu'il n'y avait en gare, aucun train pour moi, qu'aucune heure n'avait sonné. Je restais couché dans une lueur trouble. Mon corps avait une peur insupportable et accablait mon esprit. Et mon esprit accablait mon corps, et chacune de mes fibres se contractait à la pensée qu'il ne se passerait rien, que rien ne changerait, rien n'arriverait jamais, et, quel que soit le projet, il n'en sortirait jamais rien de rien. C'était la crainte du néant, la panique devant le vide, l'inquiétude devant l'inexistence, le recul devant l'irréalité, un cri biologique de toutes mes cellules devant le déchirement, la dispersion, l'éparpillement intérieur. Peur d'une médiocrité, d'une petitesse honteuse, terreur de la dissolution et de la fragmentation, frayeur devant la violence que je sentais en moi et qui menaçait dehors. Et le plus grave était que je sentais sur moi, collé à moi sans cesse, comme la conscience d'une dérision, d'une raillerie, liée à toutes mes particules, d'une moquerie intime lancée par tous les fragments de mon corps et de mon esprit. Et quand j'eus repris pleine conscience et me mis à réfléchir sur ma vie, ma crainte ne diminua pas d'un iota et s'accrut même encore, quoiqu'elle fût de temps en temps interrompue ou augmentée par un petit rire que ma bouche ne pouvait retenir. Au milieu du chemin de ma vie, je me trouvais dans une forêt sombre. À l'état de veille, j'étais aussi indéfini, aussi déchiré qu'en rêve. Je venais de franchir le Rubicon de la trentaine. J'avais passé un certain seuil. Les papiers d'identité et les apparences extérieures faisaient de moi un homme mûr que je n'étais pas. Mais qu'étais-je donc? Un homme de 30 ans qui jouait au bridge? Un homme qui travaillait à l'occasion et par intermittence? Qui s'acquittait des petites activités courantes et avait des échéances?
quelle était ma situation. Alors, c'est un texte dans lequel on a bien le sentiment d'angoisse. Le sentiment d'angoisse, il apparaît à l'écran en gras. D'accord. C'est donc effectivement, vous voyez, un doute vertigineux quant à l'existence qui s'exprime ici et se traduit à travers une syntaxe qui est accumulative, donc qui multiplie la figure de style qu'on appelle énumération ou accumulation, qui multiplie les asyndetes, qui multiplie l'isotopie du néant et du vide, qui multiplie l'isotopie de la peur aussi. Et remarquez comment, après ce passage en gras, somme toute assez long et substantiel, on a justement un moment de réflexion sur la vie, ce qui est souligné. Et quand j'ai repris pleine conscience et me mis à réfléchir sur ma vie. Vous voyez comment justement l'angoisse est l'étincelle qui va générer, donner lieu, donner naissance à la recherche de soi et qui va aussi l'alimenter, Prise de conscience ensuite, au milieu du chemin de ma vie, je me trouvais dans une forêt sombre. Alors ici, il faut savoir que c'est une référence à un poème extrêmement célèbre qui s'appelle La Divine Comédie, d'un poète italien qui s'appelle Dante, euh, grand poème du XIIIe siècle qui raconte le voyage de Dante en enfer, puis au purgatoire, puis au paradis. Et ici, eh bien, il reprend ce vers, qui est le premier vers du poème, pour montrer qu'il est en pleine crise, en plein doute, qu'il est perdu, déboussolé, qu'il n'a plus aucun repère. Je me trouvais dans une forêt sombre. La forêt sombre, c'est le lieu de tous les dangers et c'est surtout le lieu où l'on est perdu. En conséquence, après ce constat qui est fait quant à ce moi dont il ignore tout et qui est comme dans une forêt sombre, c'est-à-dire perdu, vient des questions existentielles. Elles ne sont pas rhétoriques, elles sont existentielles. Et je crois que les deux plus importantes, c'était celles qui apparaissent en rouge. Qu'étais-je donc? Quelle était ma situation? J'aurais pu aussi d'ailleurs faire apparaître en gras cette phrase-là. Voilà, j'étais indéfini. C'est-à-dire, je n'ai pas de contour, je n'ai pas de forme, je ne suis pas défini. Et la boucle est bouclée, puisque c'était effectivement ce que Rhoda disait dans le monologue des vagues de Virginia Woolf. Au fond, c'est ce qu'elle ressentait, qu'elle était indéfinie, qu'elle n'avait pas de contour, qu'elle ne savait pas bien qui elle était, que quand elle regardait les autres, ils avaient tous l'air de savoir qui ils étaient. Mais elle avait le sentiment vraiment d'être complètement perdue. Eh bien, quand on est perdu, généralement, on est dans l'angoisse. Et l'angoisse, bonne nouvelle, c'est celle qui suscite la recherche de soi qui nous amène à voir qu'il y a en fait plusieurs moi en moi. Et c'est justement ce qu'on abordera à la rentrée avec les deux autres chapitres qu'il nous reste à faire et qu'on fera de façon assez soutenue. Je ne vous cache pas, il y aura une bonne cadence puisque début décembre, on quitte le moi, on quitte la recherche de soi et on part vers la violence de l'histoire, le XXe siècle et le XXIe siècle. La question peut-être que l'on peut se poser en ouverture, c'est celle-ci. Les artistes sont-ils plus sensibles que le commun des mortels? En somme, est-ce que tout ce dont on parle là, ça ne concerne que les artistes? Est-ce que cette quête d'expression authentique, ce n'est que le fruit des artistes? On a vu que Joyce, il mettait vraiment en parallèle la quête existentielle et la quête artistique, qui pour lui sont indissociables, et la véritable expression de soi, elle est dans l'art, mais au fond, on peut quand même se poser cette question qui pourrait presque faire l'objet d'un essai littéraire, c'est-à-dire d'une question de réflexion littéraire. Les artistes sont-ils plus sensibles que le commun des mortels? Je vous laisse réfléchir à cette belle question. J'espère que tout était un tant soit peu clair. Si vous avez la moindre question ou si je puis vous être utile d'une quelconque façon dans votre DM au sujet de Balzac et la petite taille chinoise, n'hésitez pas à me contacter durant les vacances. Je vous souhaite d'ici là de très belles vacances et bon courage. À bientôt.